Tu l'as en tête cette carte qui va arriver dans ton deck et qui va tout changer. Cette carte qui à partir de janvier va faire que ton deck va vraiment devenir meilleur, que ton archétype préféré va vraiment devenir jouable et que ça va enfin être possible de faire des choses avec. Cette carte qui va enfin te permettre de réaliser les combos que tu fais sur ton logiciel depuis plus de 2 mois. Cette carte qui va te permettre de jouer ton deck avec la vraie decklist, la decklist la plus forte possible. Cette carte qui rend le fait de jouer dans le présent presque inutile, parce que sans cette carte, le deck n'est pas au maximum de sa puissance. Si tu te reconnais dans ces paroles, c'est qu'on est clairement pareil. Cette impression d'avoir besoin de cette carte-là, d'avoir besoin des choses qui sont annoncées tout le temps dans le futur et de ne jamais réussir à jouer au présent sans réfléchir, à se dire « oui mais moi j'ai besoin de cette carte pour gagner ». Et ça recommence encore et encore. Si tu repenses à toi il y a 6 mois, il y a d'autres cartes que tu attendais et ces autres cartes tu les as maintenant ou dans ton classeur ou dans ton deck, mais est-ce que tu y penses encore? Est-ce qu'elles ont vraiment été la solution pour gagner? Cet effet ça crée vraiment la frustration, le fait de se dire qu'on a vraiment besoin de quelque chose, puis on nous le donne. Et derrière on est content pendant quelques jours, quelques semaines, on profite de la carte. Puis après ça, une nouvelle carte est annoncée et ça redevient la solution, ça redevient ce qu'on attend. C'est cette carte dont on a besoin maintenant, puis celle d'avant, puis on l'a, et ainsi de suite. Année en année, on continue. On peut aussi parler de la carte maîtresse, la carte méta, la carte élitiste qu'on voit dans toutes les decklists de ceux qui top. Je vous parle pas de la carte à 50€, la carte à 20€, mais je vous parle bien de celle à 100€ unité, qui vous fait réfléchir même à vos propres principes, à se dire « mais c'est un bout de carton, est-ce que je vais l'acheter 100€ cette carte-là » Cette carte qui est un peu le rêve ultime, cette carte qui est la solution à tout. Si tous ces joueurs gagnent, c'est parce qu'ils ont des decks qui coûtent cher, c'est parce qu'ils ont cette carte-là à 100€ que moi, personnellement, je ne peux pas m'offrir. Comme lorsque je regarde quelqu'un qui a un sac à main Gucci, que moi, personnellement, je n'arrive pas avec mes principes à m'offrir, ou que juste je n'ai pas l'argent pour me l'offrir, alors je l'envie. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de me dire c'est ça la solution pour que je puisse accomplir autant de choses qu'elle, que ce soit top en YCS, que ce soit impressionné grâce à mon gameplay. Puis après 1 an ou 2 ans de frustration, elle ressort. Elle ressort dans un pack où tout ressort, où toutes les cartes les plus chères baissent de prix, où j'ai l'impression que d'acheter cette carte qui valait 100€ et qui est la solution de tous mes problèmes, je vais pouvoir l'acheter à 50€ et que c'est une aubaine, que je dois remercier ce booster de me donner cette carte-là à ce prix-là. Je suis heureux qu'on me le donne à ce prix-là, parce qu'elle valait 100€ de base. Puis 1 semaine, 2 semaines après en avoir profité, à me dire que je ne suis plus frustré, que je suis au même level que les autres, que j'ai toutes les cartes qu'il me faut pour que mon deck soit le plus méta possible et que je n'ai plus aucune excuse, et à ce moment-là, il y en a une autre qui arrive. Est-ce qu'on peut se rappeler au début la carte H qui coûtait extrêmement cher, Imperm, ou encore Borload qui, à l'époque où les links sont sortis, valait très cher parce que c'était une excellente link. Est-ce que je dois vous rappeler que Borel Sword a bien coûté 100€? Regardez maintenant le prix de Borel Sword. Actuellement, par exemple, on est sur SP Little Knight, qui est une excellente carte dans Yu-Gi-Oh! Et qui coûte 110€ unité. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 110€. C'est là que la frustration va faire que vous allez toujours continuer Yu-Gi-Oh! On va attendre la carte qui sort dans 3 mois, et on va attendre aussi le fait de pouvoir posséder, de pouvoir jouer avec cette carte qu'on va de base ne jamais acheter parce qu'elle coûte trop cher ou parce qu'on n'a pas envie de mettre autant d'argent dedans. Est-ce que vous avez déjà arrêté Yu-Gi-Oh! 3 mois, 6 mois, 1 an? Est-ce que vous avez vu le nombre de choses qui vont changer durant ce temps-là? Entre les banlists, les nouveaux boosters, les decks de structure, même les decks que vous-même avez travaillé pendant des mois et des mois, vont changer. Tout ce que vous avez appris va disparaître et vous allez devoir réapprendre absolument tout. C'est un jeu où on doit toujours être à la page, toujours regarder des vidéos, toujours voir la nouvelle decklist, les nouvelles cartes. Il se passe absolument tout le temps quelque chose en Yu-Gi-Oh! Une sortie, des cartes qui reviennent au goût du jour, ce qui fait qu'il y a un marché de la carte qui bouge énormément. Une carte à 50€ peut descendre à 2€ grâce à une sortie de booster. C'est vraiment comme la bourse, il y a vraiment une bourse de cartes dans Yu-Gi-Oh! Qui est vraiment très importante, où il faut des connaissances avancées, comme certaines personnes qui font de l'achat-revente. C'est en soi le même principe que l'art. L'art n'est pas fait pour que les gens aiment, mais c'est fait pour que les gens réagissent. Et quand les gens réagissent, ça fait vivre, ça fait parler, ça fait communiquer, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur absolument toutes les plateformes, il va avoir une hype, des gens qui s'y intéressent, des gens qui donnent leurs opinions. Mais pourquoi après 3 mois, 6 mois, 1 an, on n'arrive toujours pas à quitter Yu-Gi-Oh! Pourquoi on a toujours un œil sur ce qui se passe? Un œil sur ce qui se passe à gauche à droite, sur les decks qu'on aurait pu se faire, qu'on se dit, malgré qu'on ne joue pas, ah je vais peut-être acheter cette carte-là. Et en soi c'est très simple, c'est seulement que vous avez tellement mis d'énergie, de temps à comprendre les cartes, à comprendre les archétypes, à connaître comment jouer, toutes les règles de tournoi. C'est vraiment quelque chose de très vaste et énormément de connaissances. Vous n'avez pas envie que toutes ces connaissances que vous avez apprises ne vous servent à rien. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à lâcher, que quand il y a une sortie, vous regardez quand même, que quand il y a une ancienne carte qui va arriver, vous allez la racheter malgré que vous ne jouez plus. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher. C'est comme un vieux couple où vous avez donné toute votre vie dedans et que vous n'arrivez jamais à lâcher.
Si je commence à vous parler des dragons blancs aux yeux bleus, des magiciens sombres, ou encore pour ma génération à moi, des héros de la destinée, ou encore des forces arcanes, et pour la génération les plus récentes, des monstres pendules, alors vous avez un petit sourire qui s'esquisse, vous vous rappelez quand vous étiez petit, quand vous regardiez l'animé, que vous étiez jeune, que la vie était tellement belle. Et cette sensation-là, cette sensation de nostalgie profonde de l'enfance, clairement, ils l'ont compris. Et on le voit à chaque sortie, c'est-à-dire que absolument tous les decks rétro ont eu du support, absolument tous, que ce soit des forces arcanes, que ce soit actuellement du rouage ancien qui prend encore de support, du héros, du magicien sombre, du dragon blanc aux yeux bleus qui a eu du support il y a une semaine. Et il y en a absolument pour tout le monde a le droit à sa nostalgie avec Yu-Gi-Oh! Au niveau marketing, c'est super intéressant pour eux, dans le sens où quelqu'un qui joue déjà va acheter ses cartes rétro parce que c'est de la nostalgie, la personne qui ne joue plus va peut-être se remettre à jouer et acheter plein de choses parce que cette carte lui a redonné ce goût à ce jeu-là, et même une personne qui de base ne joue pas trop va peut-être acheter cette carte parce que ce dragon blanc aux yeux bleus, il est incroyable. Est-ce que cette relation avec le client, elle est faite pour lui faire plaisir ou lui donner un petit peu pour qu'il devienne complètement accro ? Est-ce que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous parlez de Yu-Gi-Oh, vous vous dites « et si je lui parlais du dragon blanc aux yeux bleus ?» Ça n'arrive clairement à personne, absolument personne. Le secteur de niche, ça désigne très bien Yu-Gi-Oh! Il n'y a aucune visibilité, sauf si vraiment on connaît le jeu. Il y a clairement une grosse satisfaction à faire partie d'un groupe avec un sujet aussi développé, aussi vaste, où il faut des connaissances vraiment pointues pour pouvoir le comprendre, et c'est comme si par exemple des médecins parlaient ensemble. Ils se disent vraiment « waouh, mais personne ne comprend mon dialecte », et on peut faire la même chose avec Yu-Gi-Oh! Malgré que ce sont bien sûr deux choses très différentes. Le nombre de fois où vous avez été avec votre groupe de potes un après-midi jouer aux cartes et parler pendant des heures que de ça, parce que c'est vaste, parce que vous comprenez, et parce que tout simplement vous aimez cette sensation d'appartenance au groupe. Vous devez déjà sûrement connaître la compétition dans les jeux de cartes avec Hearthstone ou Pokémon. En soi, il y a beaucoup de similitudes entre le dépassement de soi, la technique et l'intelligence de jeu. Mais là où ces jeux nous limitent à une extension et à presque aucune interaction durant le tour adverse, Yu-Gi-Oh! Lui nous permet d'interagir énormément, ce qui amène un dynamisme et une importance accrue à toujours être concentré durant le tour adverse. Il nous permet aussi d'utiliser absolument toutes les cartes sorties depuis le début du jeu. Il y a un aspect plus créatif et la possibilité de toujours pouvoir surprendre un adversaire. Mais revenons à la base de Yu-Gi-Oh! Un deck est composé de 40 cartes dans le main deck, c'est-à-dire les cartes que l'on va piocher aléatoirement durant la partie. Chaque carte a son propre effet et peut être jouée maximum 3 fois. La liste de cartes disponibles dépend du format ainsi que de la liste des cartes interdites et limitée en vigueur. En plus de ça, on rajoute 15 cartes d'extra deck qui sont des monstres qui ont besoin de conditions particulières pour arriver sur le terrain. C'est là qu'on va se différencier des jeux compétitifs classiques, car avant de pouvoir jouer, il faut créer son deck, choisir 55 cartes parmi des milliers d'entre elles, des centaines d'archétypes et parfois même des dizaines de manières de jouer un seul archétype. Nous, joueurs Yu-Gi-Oh, passons des heures à réfléchir, jouer, changer notre decklist. Certains vont jouer les decks les plus forts, d'autres leur deck de cœur. Certains vont miser sur la stabilité, d'autres sur la chance. Certains vont miser sur l'originalité, d'autres sur le fait de copier. Chaque personne joue son propre deck avec son propre archétype, avec sa propre decklist et avec ses propres combos. C'est là que Yu-Gi-Oh est excitant, chaque partie est différente, chaque partie est un nouveau puzzle, chaque partie va remettre en question votre deck et même votre manière de le jouer. On travaille alors des mois entiers, des années avec des amis, avec notre team ou même sur des logiciels pour se préparer aux événements, car la chance n'existe pas dans Yu-Gi-Oh! Et là arrive la satisfaction, lorsque l'on voit que le travail paye, que les puzzles sont similaires à des situations en entraînement, et que l'on s'est préparé pour ça. Lorsqu'on a toujours un coup d'avance, lorsque nos centaines de micro-décisions en valaient la peine, que l'on a eu raison sur nos choix. Voilà ce qui me fait vibrer, des milliers de joueurs, des milliers de cartes, des milliers de combos, des milliers d'interactions, des puzzles toujours plus complexes que seul le travail, l'apprentissage, la détermination vous permettront seulement de les comprendre et ensuite peut-être de les résoudre.